Bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle saison de votre émission depuis Washington. Cette semaine, nous aborderons les sujets suivants. Discours du trône 2025, Sa Majesté le roi Mohamed VI renouvelle sa main tendue à l'Algérie. Sahara marocain, Washington réaffirme son soutien au plan d'autonomie. États-Unis, l'inquiétant retour du mot guerre sur le fronton du Pentagone. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Albert et j'ai le plaisir de remplacer aujourd'hui Mike Fafley. Dans son discours du trône 2025, Sa Majesté le roi Mohamed VI a réaffirmé l'engagement du Maroc en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération régionale, mettant en avant une politique d'ouverture et de bon voisinage à l'égard de l'Algérie et soulignant l'importance du dialogue et de la prospérité partagée. Le souverain a également réitéré la défense de l'intégrité territoriale du royaume, rappelant que le plan d'autonomie demeure la seule solution réaliste à la question du Sahara. Et il a mis en lumière les avancées économiques et sociales du pays. Sur le plan diplomatique, une délégation bipartite du Congrès américain en visite à Rabat a réaffirmé la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Le représentant Mike Lawler a déclaré que le plan d'autonomie de 2007 représente le cadre le plus pragmatique pour parvenir à une paix durable. De son côté, Richie Torres a qualifié le Maroc d'allié le plus proche des États-Unis en Afrique du Nord. À New York, Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour les affaires arabes et africaines, a réitéré cette position lors de son entretien avec l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara, en affirmant que l'autonomie sous souveraineté marocaine reste la seule voie viable. Alors que le Maroc bénéficie d'un soutien diplomatique croissant, non seulement de Washington, mais aussi de Paris et de Londres, le Royaume-Uni a officiellement endossé le plan d'autonomie, ce qui a été perçu comme un revers pour l'Algérie. À Washington, le président Donald Trump a relancé une polémique en renommant symboliquement le département de la Défense, une initiative survenue peu avant une réunion stratégique à Shanghai portant sur la sécurité et le commerce mondiaux. Certains observateurs estiment que ce geste marque un tournant dans la stratégie américaine en liant plus étroitement défense, diplomatie et compétitivité économique à l'échelle globale. Pour analyser ces évolutions et leurs implications, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 invités de renom. Tout d'abord, l'ambassadeur David Mack, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires du Proche-Orient et ancien ambassadeur des États-Unis aux Émirats arabes unis. Il est aujourd'hui chercheur non résident au sein du programme Moyen-Orient de l'Atlantic Council. Aziz Fahmy, journaliste expérimenté, chroniqueur pour plusieurs chaînes américaines et arabes de renom. NBC, CNN, and German TV ZDF, NBC, Saudi TV, and currently TV commentator for many Arab satellite channels. Jason Isaacson, président du comité juif américain, il se joint à nous via Zoom. Et comme à l'accoutumée, notre chroniqueur régulier, George Landry, président du think tank Frontiers of Freedom, fondé par l'ancien sénateur Malcolm Wallop. Alors bienvenue à tous. Mais avant d'ouvrir le débat, retrouvons notre correspondante Shorouk Diab pour un premier reportage. À vous Shorouk. Bonjour Marc, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Cette année, à l'occasion de la fête du trône, le roi Mohamed VI a mis l'accent sur l'importance capitale de la justice sociale dans l'évolution du Maroc. Il a souligné que les avancées économiques et infrastructurelles ne doivent pas être considérées comme une fin en soi, mais bien comme des moyens d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble des citoyens sans exception ni discrimination. Cher peuple, ainsi que tu le sais, aucun niveau de développement économique et infrastructurel ne saurait me contenter s'il ne concourt pas effectivement à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, de quelques franges sociales et de quelques régions qu'ils appartiennent. Dans son discours, Sa Majesté le roi Mohamed VI a également salué la réduction significative de la pauvreté, précisant que le taux de pauvreté a chuté de 11,9% en 2014 à 6,8% en 2024. Il est également évident que le Maroc a connu un développement considérable, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et de la protection sociale, comme l'indiquent les indices de développement humain. Cependant, Sa Majesté le Roi n'a pas manqué de rappeler son inquiétude face aux disparités persistantes entre les zones urbaines et rurales.
Mais il est regrettable de voir que certaines zones, surtout en milieu rural, endurent encore des formes de pauvreté et de précarité du fait du manque d'infrastructures et d'équipements de base. Cette situation ne reflète en rien notre vision de ce que devrait être le Maroc d'aujourd'hui et ne donne pas non plus la pleine mesure des efforts que nous déployons pour renforcer le développement social et réaliser la justice spatiale. De fait, il n'y a de place, ni aujourd'hui, ni demain, pour un Maroc avançant à deux vitesses. Sa Majesté a exhorté à un véritable bond qualitatif dans les programmes de développement local, soulignant la nécessité de dépasser les méthodes traditionnelles en adoptant des politiques intégrées adaptées aux spécificités de chaque région et axées sur la création d'emplois durables, ainsi que sur la fourniture de services sociaux de base. Il a également incité le gouvernement à mettre en place une nouvelle génération de programmes de développement local en déclarant « Voici venu le temps d'amorcer un véritable sursaut dans la mise à niveau global des espaces territoriaux et dans le rattrapage des disparités sociales et spatiales. » Nous appelons donc à passer des canevas classiques du développement social à une approche en termes de développement territorial intégré. Sa Majesté a conclu cette partie de son discours en affirmant que la justice sociale restait au cœur du projet de développement du Maroc et que le renforcement de la solidarité nationale et régionale constituait la voie pour bâtir un Maroc juste et équilibré où tous ses citoyens profiteraient des bienfaits du développement. C'est à vous, Marc. Merci, Shourouk. Permettez-moi de commencer par vous, Georges Lindruit. À votre avis, quels sont les éléments clés du discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI? Well, one, I would just start off by saying that King Mohammed's speech was very forward-looking, and I thought it outlined a lot of very important issues. Écoutez, je souhaite tout d'abord souligner que le discours de Sa Majesté le Roi s'inscrivait résolument dans une perspective tournée vers l'avenir et abordait avec clarté de nombreuses questions d'une importance capitale. Sa Majesté a mis l'accent sur la croissance économique et l'intégration, insistant sur la nécessité pour le Maroc d'éviter l'émergence de deux vitesses de développement. Ce message traduit à mon sens la volonté d'instaurer un progrès harmonieux et équilibré sur l'ensemble du territoire. Sous son règne, des avancées considérables ont été réalisées dans la lutte contre la pauvreté, mais il rappelle que ces acquis ne sauraient suffire. L'effort doit se poursuivre afin de garantir un avenir encore plus prospère. Cette démarche traduit son attachement profond à chacun des citoyens, sans distinction, et son souci de veiller à ce que tous les Marocains bénéficient d'une vie digne et meilleure. C'est dans cette logique qu'il a mis en avant les réformes structurelles relatives à l'éducation, la santé, la gestion de l'eau et la création d'emplois, autant de domaines stratégiques pour l'avenir du pays. Par ailleurs, il a souligné la robustesse de l'économie nationale en rappelant les avancées réalisées dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et des énergies renouvelables, consolidant ainsi la stabilité du royaume et renforçant sa compétitivité sur la scène internationale. L'accent mis sur un cadre macroéconomique global et cohérent démontre une vision claire, faire du Maroc une puissance exportatrice en pleine expansion. Sur le plan de la gouvernance, Sa Majesté a appelé à l'adoption d'une nouvelle loi électorale avant la fin de l'année, réaffirmant ainsi son engagement en faveur d'élections équitables et transparentes et de la pleine expression de la volonté populaire. Enfin, le souverain a accordé une place notable à la diplomatie, rappelant l'importance d'une paix fondée sur la justice, en particulier dans les relations avec l'Algérie et sur la question du Sahara marocain. Il a réitéré sa disponibilité pour un dialogue sincère, responsable et fraternel, tout en renouvelant son attachement indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du royaume. Ce discours à la fois réfléchi et ambitieux témoigne de la clairvoyance et de la sagesse des dirigeants du pays. Il embrasse un large éventail de priorités allant du bien-être social à la consolidation de la sécurité nationale et constitue une feuille de route inspirante pour l'avenir. Ambassadeur Mac, le Maroc figure parmi les pays les mieux classés en matière de développement humain. Alors quelle portée attribuer à cette distinction, tant pour l'image internationale du royaume que pour l'amélioration concrète des conditions de vie de ses citoyens?
Bon, je suis convaincu que Sa Majesté le Roi accomplit un travail remarquable en mettant en exergue les progrès considérables réalisés par le Maroc, tant sur le plan national qu'international. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'ampleur des efforts déployés pour renforcer les capacités des citoyens marocains et leur permettre de participer à des projets technologiques de pointe. La concrétisation de cette ambition dépendra, dans une certaine mesure, de la manière dont les entreprises américaines et les autres gouvernements accueilleront et accompagneront cette dynamique. Par ailleurs, je considère que le Maroc dispose aujourd'hui d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, bien formée et apte à relever les défis posés par les grandes entreprises innovantes. Reste à observer comment les acteurs économiques américains réagiront face à ce potentiel. Le Royaume pourrait enregistrer des avancées notables en attirant davantage d'investissements américains, en s'appuyant sur des capitaux en provenance de pays arabes, tels que les Émirats arabes unis, et en valorisant pleinement les compétences de sa main-d'œuvre nationale. Aziz, Sa Majesté le Roi a présenté la transformation du Maroc comme l'aboutissement d'une vision stratégique de long terme. Alors selon vous, dans quelle mesure ce modèle de développement peut-il se maintenir et demeurer résilient face aux incertitudes de l'économie mondiale ? Le Royaume du Maroc a accompli des avancées constantes dans plusieurs secteurs stratégiques et porteurs d'avenir, tels que l'industrie automobile, les énergies renouvelables et l'industrie agroalimentaire. Les indicateurs actuels sont à cet égard particulièrement encourageants et témoignent d'une dynamique solide propre à soutenir cette trajectoire de croissance. Il apparaît ainsi que la vision à long terme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI produit des résultats tangibles et prometteurs. Jason, Sa Majesté a placé la question de la justice sociale au cœur de son discours. Quelle appréciation portez-vous sur la portée de cette approche ? Écoutez, j'ai été profondément impressionné par le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône. Ce discours s'est distingué par sa sincérité et son honnêteté dans la reconnaissance des défis auxquels le royaume demeure confronté. Parallèlement, il a mis en lumière les réalisations notables telles que la réduction significative du taux de pauvreté, tout en réaffirmant la nécessité d'œuvrer pour une véritable égalité. Sa Majesté a exprimé avec force le souhait d'une répartition plus équitable des ressources et du revenu national, aspiration pleinement légitime pour le peuple marocain. À mon sens, ce message traduit une compréhension profonde des réalités sociales et économiques du pays, une fierté légitime pour les avancées déjà accomplies, ainsi qu'une volonté claire de lever les obstacles à l'égalité, de dissiper les malentendus avec les voisins du Maroc et de tirer parti des atouts que représente la reconnaissance internationale de la souveraineté du royaume sur le Sahara. Jason, Sa Majesté le Roi a également insisté sur la nécessité d'apporter de la clarté au système électoral avant les élections législatives prévues l'an prochain. Alors selon vous, quelles réformes pourraient être envisagées et de quelle manière seraient-elles susceptibles de redéfinir le paysage politique marocain ? Écoutez, je ne prétends pas maîtriser l'ensemble des subtilités du système électoral marocain, mais il m'apparaît que tous les partis politiques sont alignés sur la vision de Sa Majesté le Roi. Ce constat illustre l'ouverture et la confiance qui caractérisent le système démocratique marocain. D'ailleurs, certains domaines de la gouvernance demeurent réservés à l'autorité royale, incarnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Toutefois, une part importante de la vie politique reste soumise à l'expression de la volonté populaire et aux décisions des représentants élus siégeant au Parlement.
Enfin, tout porte à croire que les électeurs marocains disposent d'une réelle liberté de choix lorsqu'ils se rendent aux urnes, ce qui renforce encore la légitimité du processus démocratique au Royaume du Maroc. Tout cela adresse un message clair tant à la communauté internationale qu'au peuple marocain. Le régime du Royaume est bien celui d'une monarchie constitutionnelle. C'est une monarchie fondée sur la confiance, conçue de manière à permettre au peuple d'exprimer librement ses opinions, même lorsque celles-ci conduisent à l'élection d'un gouvernement dont les positions ne sont que partiellement en adéquation avec les orientations de Sa Majesté le Roi. Ce système garantit que le Maroc poursuivra sa marche en avant en intégrant et en valorisant la diversité des points de vue au sein de la nation. Un point essentiel, je vous remercie. Alors avant de poursuivre notre échange, examinons attentivement le rapport suivant portant sur les implications des messages adressés par Sa Majesté le Roi dans son discours du trône, notamment en ce qui concerne la question de l'intégrité territoriale du Royaume. Des appels sincères à la paix, une main tendue au dialogue, à la bonne entente entre voisins et au respect de la justice, ainsi que de l'intégrité territoriale du Maroc, tels sont les messages solennels véhiculés dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l'occasion de la Fête du Trône 2025. Ce discours constitue une réaffirmation sans équivoque que la question du Sahara marocain demeure au cœur des priorités nationales, en tant qu'essence de l'unité du pays et symbole de consensus populaire. Sa Majesté a également mis en lumière les nouvelles positions adoptées par plusieurs puissances mondiales, telles que le Royaume-Uni et le Portugal, ainsi que par d'autres acteurs internationaux, confirmant leur soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et réitérant la crédibilité de l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume. Fidèle à la noblesse de sa lignée et à la tradition humaniste de la monarchie marocaine, le souverain a souligné l'attachement constant du Royaume à préserver la dignité de tous les partis concernés et à œuvrer pour une paix juste et durable. Ces positions favorables au bon droit et à la légitimité nous inspirent honneur et fierté et nous poussent davantage à la recherche d'une solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Sa Majesté le Roi a une nouvelle fois réaffirmé la position inébranlable du Maroc à l'égard de l'Algérie, lançant un appel sincère à un dialogue ouvert, franc et constructif entre les deux pays frères. Ce message, empreint de sagesse et de clairvoyance, s'adresse non seulement au peuple de la région, mais également à la communauté internationale. Le souverain a ainsi rappelé que la question du Sahara marocain dépasse le seul cadre national. Elle constitue un projet d'unité régionale et un pilier de stabilité internationale. Cette cause bénéficie d'un soutien croissant de la part des partenaires mondiaux qui, après avoir surmonté les épreuves de l'hostilité, ont fait le choix de dialogue civilisé, gage de prospérité pour leur peuple et de développement harmonieux pour leur nation. Je me tourne à présent vers vous, Excellence. Sa Majesté a une fois encore tendu la main à l'Algérie. Selon vous, peut-on envisager dans un avenir proche de réelles perspectives de dialogue et de réconciliation entre les deux nations? Je crois que cette fois-ci, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a véritablement tendu la main à son frère d'Afrique du Nord, dans un geste empreint de sincérité et d'espoir, en évoquant la possibilité d'une participation internationale pour favoriser un rapprochement entre les deux pays. Permettez-moi de citer les paroles du souverain. Le peuple algérien est un peuple frère, que des attaches humaines et historiques séculaires lient au peuple marocain, particulièrement par la langue, la religion, la géographie et le destin commun. À mon sens, le véritable enjeu réside désormais dans l'implication active de puissances telles que les États-Unis et la France, afin de faciliter l'ouverture de discussions directes entre les représentants du Maroc et de l'Algérie. Une telle initiative enverrait un signal fort aux pays de la région n'ayant pas encore adopté de position positive.
à l'instar de la Libye, de la Tunisie, et constituerait également un message porteur d'espoir à l'adresse d'autres nations influentes telles que le Nigeria. L'expression centrale que j'ai employée était celle du destin commun, mais existe-t-il encore réellement aujourd'hui une vision partagée de ce destin commun? Je reviens vers vous, Aziz. Sa Majesté le Roi a réitéré son attachement à la relance de l'UMA. Cet idéal demeure-t-il encore à portée de réalisation? En fait, Sa Majesté le Roi Mohamed VI considère que la construction de l'Union du Maghreb demeure un objectif non seulement possible, mais nécessaire. Cette position, d'une grande sagesse et clairvoyance, invite chacun à s'élever au-dessus des contingences actuelles et à surmonter toute sensibilité ou divergence susceptible d'entraver l'adoption de la solution marocaine, laquelle bénéficie d'un appui international de plus en plus affirmé. Le rôle de la mission des Nations Unies au Sahara a d'ailleurs évolué. Il ne s'agit plus uniquement de maintenir un cessez-le-feu, mais de mettre en œuvre de manière concrète la solution politique proposée par le Maroc. Celle-ci prévoit l'octroi d'une autonomie au Sahara, permettant à ses habitants de s'auto-gouverner dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce changement marque une inflexion majeure dans l'approche onusienne de la question du Sahara. À l'approche de la réunion cruciale convoquée par les Nations Unies le 16 octobre, une feuille de route claire semble désormais se dessiner, fondée sur l'acceptation formelle de l'initiative marocaine d'autonomie. La stratégie diplomatique déployée par le Royaume, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, a su rallier au cours des 2 dernières années, et plus encore ces derniers mois, un large soutien international. Le discours royal apparaît ainsi comme un appel à dépasser les blessures du passé, à renouer le fil du dialogue et à s'engager dans une dynamique constructive. Il rappelle les liens séculaires qui unissent les peuples du Maghreb arabe et souligne que l'Algérie avait, par le passé, envisagé la création d'une union du Maghreb sans le Maroc. Aujourd'hui, le message de Sa Majesté est clair. Il s'agit d'œuvrer de concret en partenariat avec l'Algérie et avec l'appui de la communauté internationale pour bâtir une union du Maghreb arabe rénovée, porteuse de stabilité et de prospérité partagée. Jason, Sa Majesté a souligné l'ampleur du soutien international dont bénéficie aujourd'hui le plan d'autonomie, en particulier de la part du Royaume-Uni et du Portugal. Selon vous, quel impact cette reconnaissance pourrait-elle avoir sur la posture diplomatique de l'Algérie et du Polisario? Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présenté à la communauté internationale un plan d'autonomie pour le Sahara qui a d'abord reçu l'aval des États-Unis avant d'être progressivement soutenu par plusieurs gouvernements occidentaux. Au cours des 18 derniers mois, cet appui s'est considérablement consolidé avec l'adhésion de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, du Portugal et du Royaume-Uni, tandis que d'autres nations amorcent à leur tour une évolution dans la même direction. Dans ce contexte, il apparaît désormais qu'aucune alternative n'est nécessaire. Le plan marocain s'impose comme la solution politique reconnue par la communauté internationale. Ce qu'il faut à présent, c'est un signal équivalent de la part de l'Algérie, un geste qui manifeste son ouverture, sa disposition au dialogue et sa volonté sincère de contribuer à la résolution de ce différend historique. Certes, nul ne peut garantir que ce pas sera franchi, mais il est permis d'espérer l'émergence d'un leadership algérien capable de prendre ces décisions courageuses. Nous commençons de notre côté à adresser un message en parfaite résonance avec celui exprimé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans son discours à l'occasion de la fête du trône, un message appelant à réaffirmer les liens fraternels entre l'Algérie et le Maroc, à tourner la page d'un conflit douloureux, à reconnaître les droits légitimes du royaume et à saisir les bénéfices mutuels qu'apporterait une paix durable et partagée. Georges, pour clore notre échange sur le discours du trône, rappelons que Sa Majesté a conclu son allocution en rendant hommage aux forces armées royales ainsi qu'aux services de sécurité du Royaume. À votre avis, quelle valeur revêt la stabilité du Royaume aux yeux de ses partenaires stratégiques, en particulier les États-Unis et l'Europe? Well, that's a very good question, Mark. I appreciate that. I think that Morocco's stability is essentially built upon the foundation of the leadership of His Majesty. Excellente question, Marc. Merci de l'avoir posée. À mon sens, la stabilité du Maroc s'enracine avant tout dans le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et s'appuie également sur le professionnalisme exemplaire des forces armées royales et des services de sécurité.
Cette stabilité constitue l'un des piliers essentiels sur lesquels reposent les partenariats stratégiques du Royaume, en particulier avec les États-Unis et l'Europe. Pourquoi est-ce si déterminant? Parce que le Maroc s'est imposé comme un véritable bastion de stabilité dans une région souvent marquée par de fortes turbulences. Il a su adopter une approche pacifique et constructive, offrant ainsi un modèle inspirant pour d'autres nations aspirant à la paix et à la prospérité. Prenons l'exemple de la lutte contre le terrorisme. Le Royaume est un partenaire de confiance des États-Unis et de nombreux alliés dans le domaine des renseignements et de la sécurité régionale. Washington, d'ailleurs, s'est partiellement inspiré de la sagesse et de la pertinence des propositions marocaines pour faire face aux défis du Sahel. Dans ces dossiers, le Maroc s'est constamment montré comme l'acteur responsable et mature, contrastant avec l'attitude parfois impulsive de certains autres acteurs régionaux. À cela s'ajoute une coopération militaire exemplaire, notamment à travers l'exercice d'African Lion, qui rassemble 22 nations et témoigne du rôle moteur du Maroc dans la sécurité collective. Sur le plan économique et diplomatique, le Royaume entretient des relations solides avec ses partenaires européens et américains, affirmant ainsi son influence et son rôle d'acteur clé sur la scène internationale. En définitive, il importe de reconnaître que cette position de stabilité et de leadership n'aurait pu être atteinte sans la vision stratégique et la sagesse de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a su tracer la voie d'un Maroc fort, respecté et tourné vers l'avenir. Je vous remercie, messieurs. Nous allons maintenant marquer une courte pause. Alors, restez bien avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Lors de leur visite à Rabat, une délégation bipartite du Congrès américain a réaffirmé la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, mettant en exergue la solidité et la profondeur des relations bilatérales entre les deux nations. Le représentant Mike Lawler a qualifié le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 de solution la plus réaliste et pragmatique pour mettre un terme à ce différend. La délégation a par ailleurs appelé à un renforcement des investissements américains dans les provinces du Sud en vue de soutenir leur développement. Dans le même esprit, le congressman Richie Torres a insisté sur le rôle stratégique du Maroc, qu'il a décrit comme l'allié le plus proche des États-Unis en Afrique du Nord. Aux Nations Unies, Massoud Boulos, conseiller principal du président Trump pour les affaires arabes et africaines, a réitéré que l'autonomie sous souveraineté marocaine demeure la seule issue viable au conflit. Cette position affirmée par le président Trump bénéficie aujourd'hui d'un appui renouvelé de la part de la France, du Royaume-Uni et d'autres partenaires internationaux. Ambassadeur Mack, quelle portée attribuez-vous à cette confirmation solennelle à Rabat par les membres du Congrès américain de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara? Je considère que cette reconnaissance est d'une importance capitale, car elle s'inscrit dans une longue tradition de relations historiques entre le Maroc et les États-Unis. Rappelons que le Maroc fut l'un des premiers pays au monde et le tout premier en Afrique à reconnaître l'indépendance des États-Unis, marquant ainsi le début d'une amitié diplomatique séculaire. Dans ce contexte, le fait de voir un membre du Parti démocrate, un membre du Parti républicain, ainsi qu'un proche conseiller du président Donald Trump converger autour d'un même message sur les efforts du Maroc pour instaurer des relations de bon voisinage avec l'Algérie constitue un signal fort. C'est un exemple inspirant pour l'ensemble du monde arabe de Rabat jusqu'au sultanat d'Oman et aux pays de la péninsule arabique, en faveur d'une unité susceptible de transformer la région en un véritable acteur d'influence sur la scène internationale. Il est particulièrement significatif que ces deux membres du Congrès issus de partis et de circonscriptions différentes, le représentant Richie Torres, originaire de Porto Rico, et le représentant Mike Lawler, d'origine européenne, aient tenu un discours commun. Un appel clair à ce que les États-Unis
soutient le Maroc en tant que moteur de paix et de stabilité en Afrique du Nord. Aziz, abordons à présent l'aspect économique. Le représentant Lawler a plaidé pour un accroissement des investissements américains dans les provinces du sud du royaume. Quelles sont les opportunités dans ce domaine et quelle forme pourraient-elles prendre? De quelle manière contribueraient-elles au dynamisme et au développement de l'économie locale? There's a lot of opportunity. I mean, especially in the promising new industries. D'importants capitaux sont disponibles, notamment dans les secteurs les plus porteurs de l'économie marocaine. Comme je l'ai déjà souligné, l'industrie automobile, les énergies renouvelables et l'agroalimentaire constituent des pôles stratégiques offrant de multiples opportunités qu'il convient d'identifier, de capter et de concrétiser. Mais l'élément le plus significatif réside dans la dynamique internationale entourant la question du Sahara. En effet, plus de 30 pays ont désormais ouvert des consulats généraux à Laayoune et à Dakhla, ce qui constitue une reconnaissance diplomatique claire et un soutien de plus en plus affirmé au plan d'autonomie proposé par le Maroc. L'élan est lancé, le train a quitté la gare et poursuit sa marche vers l'avenir. La récente visite au Maroc d'une délégation de la Chambre des représentants des États-Unis pourrait d'ailleurs contribuer à consolider ces tendances internationales et à encourager de nouveaux partenariats économiques dans les provinces du Sud. And the visit of the congressman delegation just to, enforce that and emphasize that. Un tel afflux d'investissements ne manquera pas de stimuler la croissance et de dynamiser l'économie locale. Jason, quelle lecture faites-vous de cette visite et selon vous, quel impact pourrait-elle avoir sur le règlement de ce conflit artificiel qui dure depuis tant d'années? La délégation du Congrès américain était composée du représentant républicain Mac Lawler, président de la Commission des Affaires internationales de la Chambre et de sa sous-commission sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que du membre du Congrès Richie Torres, éminent représentant du Parti démocrate. Bien qu'il ne siège pas à la Commission des Affaires internationales, ce dernier exerce une influence notable sur les questions relatives aux relations internationales, en particulier celles touchant au Moyen-Orient. Cette visite revêtait une importance particulière. Les déclarations conjointes publiées à l'issue de leur rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, ont véhiculé un message remarquablement convergent. Un message positif, constructif et porteur d'espoir, tel qu'on le souhaite l'entendre de la part des amis du Maroc et des défenseurs du partenariat maroco-américain. Nous pensons que ce message trouvera un écho favorable, non seulement dans les couloirs du Congrès, mais également au sein de l'administration américaine qui soutient déjà activement l'initiative marocaine d'autonomie et plaide pour une reconnaissance accrue de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Il est à espérer que ce signal sera également relayé auprès du monde des affaires américain. Le moment est venu de lever les obstacles à l'investissement dans les provinces du Sud et de libérer leur potentiel économique. Je suis convaincu que les entreprises américaines peuvent tirer un immense profit des partenariats renforcés avec le Maroc et d'investissements substantiels dans le Sahara. Par ailleurs, le rôle des organisations de la société civile, bien qu'elles ne soient pas des entités commerciales, est déterminant. Les entrepreneurs américains, aux côtés de leurs homologues marocains, ont pu constater de visu l'importance stratégique du Sahara marocain, ainsi que son formidable potentiel à favoriser une prospérité accrue et à consolider la stabilité régionale. Georges, le représentant Lawler a rappelé que le Maroc fut en 1777 l'un des tout premiers pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. À votre avis, quelle portée ce rappel historique pourrait-il avoir sur l'évolution et le renforcement des relations américano-marocaines? How do you think this historical bond will continue to influence modern U.S.-Morocco relations? Well, I think that's a very good point, Mark, because Morocco's recognition of American independence shortly after the Declaration of Independence is not just an historical footnote. Je crois que c'est là une observation particulièrement pertinente. Marque la reconnaissance par le Maroc de l'indépendance des États-Unis peu après la déclaration d'indépendance ne fut pas un simple épisode historique, mais bien le socle d'une relation exceptionnelle qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
En témoigne le traité de paix et d'amitié signé en 1786 qui demeure à ce jour le plus ancien traité encore en vigueur entre les États-Unis et l'un de leurs partenaires à travers le monde. Cet héritage n'est pas qu'un rappel historique, il constitue le fondement sur lequel se sont bâtis la confiance mutuelle, le respect et une coopération multiforme qui s'exprime à l'ère contemporaine sur les plans diplomatiques, économiques, culturels et stratégiques. Prenons un exemple plus récent. Lors de l'épopée de l'équipe marocaine de football, il était surprenant de voir des Américains se rassembler dans les restaurants et cafés pour soutenir avec ferveur les Lions de l'Atlas, preuve d'un attachement sincère allant bien au-delà de la géographie. Ce lien dépasse le sport et s'incarne aussi dans des actes concrets. Le Maroc est reconnu comme allié majeur non membre de l'OTAN, ce qui souligne son rôle de partenaire fiable en matière de sécurité. L'exercice militaire d'African Lion et l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis témoignent également du renforcement des liens stratégiques et économiques entre les deux nations. Ainsi, lorsque le représentant Mike Lawler évoque cette reconnaissance historique, il souligne en réalité le début d'une relation privilégiée qui, loin de s'éroder, s'est consolidée au fil du temps. Plus de 2 siècles plus tard, ce partenariat est plus solide et plus digne de confiance que jamais. Voilà pourquoi il est essentiel de continuer à accorder au Maroc notre confiance et notre soutien afin de nourrir cette alliance. Je me réjouis de constater que cette approche bénéficie aujourd'hui d'un appui bipartisan au sein du Congrès américain. Ambassadeur Mac, Washington, Paris et Londres sont alignés engagés sur la même voie que le Maroc. Selon vous, quelles pourraient être les répercussions plus larges de ces échanges sur l'équilibre des pouvoirs et sur les initiatives de paix en Afrique du Nord et dans la région du Sahel? Je pense qu'il s'agit là d'une leçon précieuse à l'échelle internationale. Je remercie Georges d'ailleurs pour la richesse des précisions qu'il a apportées. Cette situation peut être mise en parallèle avec certains développements récents de notre politique étrangère en Extrême-Orient et en Asie, où l'Inde a rejoint la Chine, la Russie et la Corée du Nord lors du sommet de Shanghai, un exemple révélateur de dynamique préoccupante. Un grand sommet. Eh oui, un autre exemple tout aussi alarmant représente un risque sérieux pour l'ensemble de la communauté internationale, y compris pour le Maroc. Il s'agit des activités malveillantes de groupes de mercenaires russes opérant sur le continent africain, aujourd'hui regroupés sous le nom d'Africa Corps. Successeur du groupe Wagner. Exactement, ils cherchent à compromettre l'ensemble des efforts engagés en faveur d'une coopération constructive entre les pays africains. Alors avant d'aborder l'actualité américaine et internationale, arrêtons-nous sur cet article consacré à la décision du président Trump de rebaptiser le ministère de la Défense en ministère de la Guerre, ainsi que sur le lien potentiel entre cette décision et le récent sommet de Shanghai. في صحيفة نيويورك تايمز كتب ديفيد سانجر مقالة تحت عنوان عودة وزارة الحرب ليست مجرد حنين إلى الماضي بل Dans un article paru dans le New York Times et intitulé « Le retour du ministère de la guerre n'est pas seulement de la nostalgie, c'est un message », David Sanger analyse la décision du président Donald Trump de rebaptiser le ministère de la Défense par son nom historique, le ministère de la guerre. بل خطوة تعكس فلسفة سياسية وأمنية جديدة. يقول سانجر في مستهل مقاله كل هذا يجعل من Selon l'auteur, il ne s'agit pas d'un simple geste nostalgique, mais bien d'une étape révélatrice d'une nouvelle philosophie politique et sécuritaire. Cette mesure dépasse la simple symbolique d'un changement de nom. Elle traduit une volonté de réorienter la posture stratégique des États-Unis. أصبح فيها الردع أكثر أهمية من أي وقت مضى سواء في الفضاء السبراني أو الخارجي. يرى ترامب أن الحل هو العودة إلى الماضي.
L'article souligne que ce qui importe avant tout, ce sont les politiques qui accompagnent cette décision. L'ambiguïté entretenue quant à l'engagement américain vis-à-vis de la défense de ses alliés, les hésitations de Donald Trump dans sa relation avec la Russie et l'érosion progressive de la confiance, pourtant moteur des alliances. Le secrétaire de la Défense Pete Hegseth a d'ailleurs exprimé un enthousiasme marqué en affirmant sur Fox News « Nous avons remporté la Première et la Seconde Guerre mondiale, non pas avec un ministère de la Défense, mais avec un ministère de la guerre. Comme l'a dit le président, nous allons attaquer, pas seulement défendre. » Sur le plan international, l'auteur note que ce changement s'inscrit dans un mouvement plus vaste. Le soft power américain s'efface au profit de l'affirmation du hard power. La fermeture de certaines agences américaines de développement international, la mise sous silence de The Voice of America et Radio Free Asia, ainsi que les coupes budgétaires massives imposées aux départements d'État constituent des signaux clairs. Les États-Unis semblent se détourner de la promotion de la démocratie au niveau mondial. L'article conclut que cette décision n'est pas un simple geste cosmétique, mais une déclaration explicite. Sous l'administration Trump, les États-Unis entendent se redéfinir comme une puissance offensive avant d'être une puissance défensive. Cette réorientation impose à la fois à leurs alliés et à leurs adversaires de repenser leur lecture de la politique américaine. Aziz, de quelle manière le changement d'appellation du ministère de la Défense en ministère de la Guerre pourrait-il être interprété par les alliés et les adversaires des États-Unis, notamment la Russie et la Chine, alors qu'ils consolident leur partenariat stratégique? Il me semble que le président Trump a été profondément marqué par les événements récents, non seulement par le sommet de Shanghai, mais également par le fait d'avoir, pour la première fois, recouru à la force militaire américaine contre l'Iran. Cette expérience semble avoir renforcé sa conviction de disposer du pouvoir nécessaire pour impulser des changements d'envergure sur le plan intérieur. Les États-Unis traversent actuellement une phase de transition jalonnée de controverses sur leur histoire, qu'il s'agisse de l'héritage de la guerre de sécession ou des réformes entreprises par les démocrates au fil des années dans une tentative de redéfinir le récit national. Aujourd'hui, un retour à l'idée d'une Amérique puissante se dessine, une Amérique confiante dans sa capacité à triompher de ses adversaires et déterminée à projeter cette force dans sa politique étrangère. Now there is a revision to go back to America the strong, America is powerful, America beats all its enemies, and that we have to highlight this to, reflect strengths in our foreign policy. Ambassadeur Mack, Donald Trump, aux côtés du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, affirme que les États-Unis doivent désormais accorder la primauté à l'offensive plutôt qu'à la défense. Comment peut-on interpréter cette déclaration? Quel risque potentiel un tel changement de doctrine militaire pourrait-il engendrer? Lorsqu'on observe la scène internationale, il apparaît que les aspirations du président Donald Trump à être reconnu comme un artisan de paix, voire comme un prétendant au prix Nobel de la paix, se heurte à de nombreux événements qui semblent contredire cette image. Je ne pense pas qu'il souhaite altérer cette perception de lui-même. Il pourrait être amené à ajuster certaines de ses positions afin de continuer à être vu comme un médiateur entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'entre Israël et les Palestiniens. Tels sont en réalité les défis majeurs auxquels le président Donald Trump est confronté. La nécessité de réviser certaines orientations stratégiques. Actuellement, il semble par ailleurs entouré de conseillers qui lui transmettent des informations inexactes, ce qui complique davantage sa prise de décision.
George, l'ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, Douglas Lutt, met en garde contre le risque d'un affaiblissement de la confiance des alliés dans les engagements de Washington. Selon vous, quelle pourrait être l'ampleur d'une telle érosion de la confiance? Elle se confirmer? Dans quelle mesure est-il possible de s'y préparer? Je ne suis pas convaincu que Donald Trump ait réellement entamé la confiance du peuple américain. En effet, il a tenté de reconstruire et de renforcer l'OTAN, convaincu de l'importance de cette organisation. Cette conviction était d'ailleurs partagée de longue date par nos alliés au Maroc comme ailleurs. Cela ne signifie pas qu'il ait tout accompli à la perfection, mais je ne pense pas que son action ait été intrinsèquement nuisible. Les 4 années qui ont procédé ont été marquées par des dommages considérables, donnant l'image d'un État affaibli. L'épisode afghan, notamment, a suscité l'inquiétude de nombreux partenaires et alliés. Il me semble essentiel de continuer à croire au principe de la paix par la puissance, non pas dans une logique de pouvoir pour la guerre, mais bien de pouvoir au service de la paix. Je reste convaincu que l'administration Trump est en mesure de suivre cette voie, ce qui ne manquera pas de rehausser notre crédibilité. La paix par la force demeure une approche pertinente, mais elle doit s'accompagner du maintien de notre cohérence, de notre stabilité, tant dans nos choix politiques que dans l'image que nous projetons au reste du monde. Hélas, le temps imparti touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre fidélité à votre émission depuis Washington. Nous vous invitons à poursuivre l'expérience en nous retrouvant sur les différentes plateformes de Média TV. Nos remerciements les plus chaleureux à nos invités, son Excellence l'ambassadeur David Mack, le Dr Aziz Fahmy, Jason Isaacson, ainsi que notre chroniqueur Georges Linduit. Merci également à notre correspondante Chourouk Diab, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de production sous la direction de notre réalisateur-producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington.